faire. Allez, vite sur peloton. Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image! La joie du pistolero à l'arrivée. Bonjour tout le monde, bonjour surtout à toutes nos auditrices. Les plus fidèles d'entre vous l'auront sans doute remarqué, ce n'est pas la voix douce et mélodieuse de Théo que vous entendez là, eh bien puisque c'est plutôt au micro Médéric, plus connu sous le nom de Médé33, et je remplace Théo de manière exceptionnelle. Pourquoi? Tout simplement parce que notre petit Théo a peur. Il est effrayé car il n'a pas suivi le cyclisme en juin et ne se sent donc pas apte à assumer le poste pour une émission aussi importante que celle-là, puisque on est en juin. Dans 2 jours, c'est le mois de juillet, et le mois de juillet, c'est le Tour de France. Et quand on sait que même prêt et affûté, Théo a le nez assez creux pour pronostiquer un beat de Greppel juste avant qu'il ne fasse une razzia sur les sprints du Tour de France 2015, on comprend donc qu'il veuille cette fois-ci parer à tous les risques, et me voilà donc à présenter cette émission. Autour de moi, on a donc un habitué, Johan. Salut. On a Mathieu également, habitué du forum. Salut. Et on a un petit nouveau, à son nom, on entend tout de suite qu'il est breton, puisqu'il s'appelle Awen. Salut. Et Awen, je te laisse le soin de nous rappeler ton pseudo sur le forum, parce que moi je vais pas m'y risquer. Moi c'est Conra. Voilà. Oui, effectivement, je n'y serais pas risqué. Passons tout de suite au sommaire. De quoi allons-nous disserter Enfin, disserter est un bien gros mot aujourd'hui. On va tout d'abord faire un petit récapitulatif du mois de juin, des choses que nous avons retenues. Ensuite, on va parler des championnats nationaux, qui sont la traditionnelle messe d'avant-tour, on peut le dire comme ça. Et enfin, la très grande partie de cette émission sera consacrée au Tour de France, avec des débats sur les prétendants au général, au sprint, les Français, tout y passera. Et ben on va tout de suite commencer par le mois de juin. Chacun de nos experts a retenu quelque chose qui l'a marqué. Et donc on va tout de suite commencer par Awen, que je vais laisser inaugurer cette émission par un petit focus sur quelque chose qui l'a marqué pendant ce mois de juin. Ouais, perso, il n'y a pas énormément de choses qui m'ont vraiment marqué. Mais Ça, c'est si je peux retenir, intéressant. c'est Groenewegen qui est en train vraiment de monter en puissance juste avant le Tour. Il a fait 4 victoires dans le mois de juin et c'est le meilleur de tout le mois de juin. Et je pense sur le Tour de France, il peut aller chercher quelques podiums. Ouais. Moi, c'est plus ça qui m'a marqué. Ouais. Les victoires de Groenewegen t'ont marqué, parce que moi, à part son titre de champion national qui fera en sorte qu'il soit reconnu sur le Tour de France, je veux dire, il a pas non plus gagné des étapes du World Tour. Bah, il a tapé Oui. Greppel sur le Tour de Cologne quand même, c'est pas non plus rien. Par rapport au fait aussi qu'il ait déjà tapé Boigny en début de saison, c'est quand même un des gros sprinteurs en forme, 9 sur le milieu du sprint, donc on peut quand même se demander jusqu'où ils vont aller sur le Tour de France. Ouais. Effectivement, enfin, on le découvre vraiment. Enfin, c'est sa première année en World Tour. On sait que le saut est toujours compliqué parfois. Mais là, moi, je dois dire que je suis un peu surpris. Enfin, en faire tout de suite un favori comme ça à ce point pour une éventuelle victoire sur le Tour de France, moi, je reste sceptique parce que pour l'instant, il me semble qu'il a surtout couru sur des courses continentales et qu'il n'a gagné que sur celle-ci. Ouais, il a pas encore couru en World Tour, c'est pour ça. Je pense il va pas gagner, mais plus un podium, je pense. Ouais, À la Danny Van Poppel en 2013. ouais, ouais, un peu style. Le style Feiyu, tu sais pas d'où il sort, mais il peut aller chercher des places. Parce que Danny Van Poppel, on l'a pas revu depuis, hein. Enfin, ou presque pas. Il a gagné une étape sur Ouais. la Volta et c'est à peu près tout. Il va aussi pouvoir se tester sur un grand tour. Ça va être son premier grand tour. Ça va être une expérience après, même si c'est juste ses débuts, même s'il se rate, il aura fait un grand tour et ça lui fera de l'expérience pour la suite. Une victoire, je pense pas. Un podium au mieux, peut-être. Ouais. Bon, et bien, passons à la chronique suivante, si je puis dire. Mathieu, c'est à toi. Alors moi, j'aimerais revenir sur le programme un peu de Quintana. L'an dernier, il avait choisi de revenir assez tard pour le Tour de France, en reprenant la compétition qu'à la Route du Sud. Il a fait la même chose. Alors il avait
a déjà gagné le Tour de Romandie, Tour de Catalogne. Mais il a choisi de revenir pour la Route du Sud. Alors, il n'y a pas une énorme concurrence. Il a laissé l'étape de montagne à son coéquipier Solaire. Il a remporté le chrono contre Chavanel. Donc, il n'a pas vraiment de test. Alors, il a l'avantage d'avoir les bénéfices de l'altitude de la Wivie en Colombie. Mais il n'a pas vraiment de test en compétition pour savoir son niveau par rapport aux autres favoris. Ah, effectivement, il s'est testé face à Eduardo Sepulveda notamment, mais c'est à peu près tout finalement. Enfin, c'est le seul qui l'affrontera au tour, et bon, Sepulveda vise plus une fonte top 15 que la victoire. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez les autres, peut-être Johan, on sait que tu es un fervent défenseur de Nero Quintana. Bah, la dernière, on a pu voir où ça jouait, c'est qu'il a été un peu juste sur la première arrivée au sommet à Pierre-Saint-Martin, qui avait perdu du temps sur Froome. Mais il n'y aura pas d'occasion comme ça sur le tour a priori cette année. Donc vu que l'année dernière il voltigeait en première semaine, il n'y a pas de raison tellement qu'il change son programme. Donc on peut difficilement lui donner tort. Après, c'est Moi, c'est toujours. je t'interromps là, mais Oui. il a aussi perdu du temps sur la première étape de plaine, il me semble. Et c'est peut-être là qu'il perd le tour aussi. Enfin, ça c'est ce qu'il a dit. J'ai perdu le tour. Enfin, surtout il aurait dû attaquer après. Mais non, ouais, mais l'étape de plaine, il y a quand même la force suffisante pour être là. Je pense que c'est surtout une question de placement, de jeu d'équipe et de choses comme ça. C'est pas tellement une question de sa forme à lui. Pierre Saint-Martin, il est quand même très bien. C'est juste qu'il n'était pas encore à son top et que là cette année où le parcours vraiment va être vraiment difficile sur les Alpes, avec des Pyrénées où si la course s'emballe pas, il n'y a pas trop de danger de perdre beaucoup de temps sur une course sur une particulière. C'est pas un mauvais choix d'avoir répété le même schéma. Très bien. Ah ouais, une réaction? T'as le droit de dire non, hein. Ouais. Ouais, non, mais son parcours, enfin non, son programme, il s'en fout entre guillemets des grosses courses, quoi. Il est juste là pour le mental. Parce qu'il sait, je pense qu'il a les capacités. Après, Ah oui, il l'a montré cette année sur le Tour de Catalogne et le Tour de Romandie, c'est vrai. ouais, il est là pour juste histoire de se tester juste physiquement sans aller chercher les gros comme Froome et tout. Voilà, je pense que juste question de mental. On va maintenant passer à l'avis de Johan, qu'on a quand même on a dû réfréner ses ardeurs parce qu'il voulait à tout prix parler de cyclisme féminin, évidemment. Qu'est-ce qu'il a choisi, Johan? Bah, alors je peux parler du Tour de Suisse, qui actuellement est dans une situation un peu problématique dans le sens où ils ont de plus en plus de mal à amener les coureurs de favoris pour le Tour de France, donc ils perdent en côté préparation pour le Tour de France. Et en même temps, ils ont du mal à créer vraiment une course qui soit intéressante, enfin, qui est intéressante en elle-même et ils n'arrivent pas à tirer un vrai gros plateau. Ils pourraient, par exemple, attirer les coureurs qui sortiraient du Giro et qui seraient là pour jouer le général, mais même ces coureurs vont plutôt aller sur le Dauphiné. Et ils se retrouvent à vouloir aller dans les extrêmes en faisant des contrats avec Vélon qui en plus ne marchent pas, et qui ont juste récupéré TJ Van Garderen par rapport à l'année dernière, ou faire des parcours ultra montagneux, ils enchaînent l'école, mais au final, les coureurs, ça fait gueuler les coureurs, ça entraîne des très gros transferts, et ça rend pas la course forcément plus intéressante. Donc, il y a une Tour de Suisse, je trouve, dans un moment un peu de crise, et ce sera intéressant de voir la suite. C'est aussi un peu pour ça qu'ils ont fait un partenariat avec la station de Solden en Autriche, qui du coup, ça les oblige à passer chaque année, mais ça leur fait un gros détour. Et ça, plus les autres étapes qui sont éloignées, ça fait qu'il y a beaucoup de transferts et les coureurs sont pas forcément attirés par ce parcours. Bah moi, je vous trouve sévère quand même. Enfin, effectivement, sur le plateau, le constat est, est tel qu'il est. Le plateau est plutôt faible. Moi, j'ai trouvé la course de cette année très très intéressante. On a eu des changements de maillot presque tous les jours. On a eu du suspense. On a eu un chrono un peu particulier qui a changé la donne. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, le Tour de Suisse cette année. Bah, la course était bien. Après, il y a certains changements de maillot qui sont un peu des changements de maillot à la Vuelta, c'est-à-dire que il y a eu quand même 2 ou 3 étapes où même s'il y avait des enchaînements de cols, ça s'est un peu joué dans la dernière côte, dans le dernier col, en se regardant un peu. J'ai pas trouvé que c'était si fou que ça. C'était bien, globalement bien. Là où Sagan qui a fait le show en début. On a eu après des attaques Barguil, Pantano, ça n'a pas été fou non plus, quoi. Et à aucun moment il y a eu une étape comme celle par exemple de Dauphiné à Méribel où on s'est dit que ça partait en couille et où vraiment on s'est dit ah merde, Froome il peut se faire battre.
Donc, il manquait quand même quelque chose. Hmm. Mais je pense aussi que c'est les conditions météo. Sur les deux grosses étapes de montagne, il y a eu vraiment des conditions pas du tout propices à une bagarre non plus. On va passer à mon focus, si vous voulez, à mon petit zoom. Ben moi, je vais pas parler des grandes courses sur le tour. Je vais parler de Brian Cocard. Brian Cocard qui, sur ce mois de juin, a remporté 5 victoires. Il a remporté les boucles de la Mayenne et 2 étapes. Et il a remporté également 2 étapes sur la route du Sud. Ce qui fait que Brian Cocard, mine de rien, il en est à 13 victoires. C'est évidemment le coureur qui a le plus gagné cette année. 13 victoires sur des courses pro, bien sûr. On parle là que des courses au moins de catégorie 1. Sachant que le deuxième dans ce classement des victoires, c'est Marcel Kittel avec 10 victoires, donc il y a déjà 3 victoires d'écart. Et il y a deux troisièmes, c'est André Greppel et Edvald Boasson-Hagen, avec 8 victoires chacun. Et Cocard, il faut le rappeler, il n'est qu'en 1992. Il est 8ème au Secu Ranking pour l'instant. Il avait à la fin du mois de mai plus de points qu'il en avait sur toute l'année dernière. Et l'année de Cocard, en parallèle avec l'année de beaucoup de Français, c'est une grosse année. Et ça montre bien le renouveau du cyclisme tricolore. Je pense qu'on peut commencer à parler d'âge d'or du cyclisme tricolore. Parce qu'entre Pinot, Bardet, Desmar, Boigny, Barguil, les retours de Thomas Vauclair, d'Arthur Vichot, ou encore la confirmation de Julien Alaphilippe, ça, ça, ça contraste largement avec les relatives déceptions de Tony Galopin, Pierre Roland ou on pourrait citer encore Alexis Viermoz, mais en tout cas vraiment il y a une sacrée période pour le cyclisme français et moi je dis pour une fois il faut se réjouir, il faut savoir euh, pointer du doigt quand c'est positif. Oui, après, il y a une remarque que font les gens, c'est aussi que c'est que des victoires sur des courses de seconde zone face à une opposition plus faible. Euh, pas des victoires en World Tour. Il n'y a toujours pas des victoires en World Tour, je crois d'ailleurs. Non, 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 il a toujours pas gagné en World Tour, c'est vrai. Après il a quand même fait deuxième de l'étape des Champs-Élysées, il était pas loin, sachant que c'est quand même l'étape au sprint qui est la plus recherchée au monde. Ouais, mais après, là, cette année, la seule fois où il a vraiment eu une grosse position, c'était au Tour de Californie. Et il a été sur les sprints, il a été mal emmené, il a eu du mal. Il n'a pas fait mieux que quatrième. Il y avait pourtant, enfin, il y avait Sagan Alexander et Christophe et Mark Cavendish. voilà, c'est ça. Et Wouter Wiepert aussi. Et il a pas fait un super Tour de Californie. Donc face à des coureurs de niveau continental pro, bien sûr, il gagne facilement. Mais face aux meilleurs sprinters mondiaux, là, il a plus de mal. Boigny, c'est du Peut-être niveau Continental Pro pour toi? Bouhanni, ouais, au 4 jours de Ouais, Dunkerque. ouais. Oui, bon, non, en acceptant cela. Mais après, sinon, on a vu au Tour de Californie, il a eu du mal. Ça, Ouais. on peut pas le nier. Après, c'est une course de préparation, donc Concar qui fait pas mieux quatrième, c'est clairement qu'il est pas en forme tout court, parce Ouais. que par rapport à ce qu'il monte sur les 4 jours Dunkerque ou sur la route du Sud où il met 4 longueurs à tout le monde, c'est quand même pas le même niveau. Il y a un point qu'il faut Au-delà remarquer de, sur le Tour de Californie, c'est que c'est pas du tout la même équipe qu'il aura sur le Tour. Enfin, il y avait une partie de l'ossature, mais des coureurs comme Thomas Vauclair, Sylvain Chavanel, qui restent quand même de super coureurs quand ils se mettent à la disposition de Cocard, n'étaient pas là. Après, ce qui est intéressant aussi avec Cocker, cette année, c'est une évolution sur la manière de passer les bosses. Quel jour de Dunkerque où il a failli gagner l'étape de Montcassel, l'Amstel Gold Race où il va taper une quatrième place, il me semble. Oui. Et enfin, de manière générale, ça va vraiment faire Cocker entre sa pointe de vitesse, sa giclette et sa capacité à passer les bosses. Peut-être le gros adversaire de Sagan ou Matthews sur les arrivées un peu accidentées. Donc ça, c'est quand même intéressant. Awen, un petit mot sur Cocard ou pas du tout? Ouais, enfin, il continue sa progression, quoi. Enfin, je pense, je l'attendais à peu près à ce niveau-là. Donc, pour moi, je trouve que c'est pas trop une grosse surprise. Mais sur une étape, je sais plus, c'est Cherbourg, il me semble. Je pense qu'il peut Octeville, faire ça va quelque sans doute chose. être trop dur pour lui. Enfin, moi, Peut-être je connais plutôt, l'arrivée pour y avoir vécu, c'est dur. plutôt Limoges, peut-être. Bon, on en a fini avec le mois de juin. On va passer maintenant à un petit bilan des championnats nationaux. Et ce bilan, c'est Awen qui va nous le faire. Ouais, alors on va faire par ordre alphabétique avec
En Allemagne, contre-la-montre pour Tony Martin sur la route Greppel. En Autriche, bah, c'est un doublé de Brundle. Euh, En Belgique, c'est le contre-la-montre pour Campenard et la route pour Gilbert. C'est vrai que c'est un peu une surprise, ça, je n'entendais pas du tout. En Biélorussie, c'est un doublé pour Soutsu. Au Danemark, c'est une grosse surprise. Madsen sur le contre-la-montre et Kamp sur la route. En Au Espagne, Danemark, Izaguirre. au Danemark, chez les filles, c'est une fille de 16 ans qui gagne. Juste pour info. En Espagne, Izaguirre logiquement sur le contre-la-montre, Horace sur la route. En France, Thibaut Pinot également logiquement sur le contre-la-montre et Vichot sur la route. En Grande-Bretagne, Dowsett aussi logiquement au contre-la-montre. Et une surprise, Adam Blythe sur la route, qui tape quand même Ouais, Cavendish. grosse surprise. Ouais. En Irlande, doublé de Roche. En Italie, Quinziato au contre-la-montre et Nizzolo sur la route. Comme quoi, quand il sprinte pas, il gagne, hein. En Lettonie, doublé de Smukulis. En Lituanie, Konovalovas c'est sur au contre-la-montre. Et en Lituanie et sur route, Navardskas. En Luxembourg, doublé de Jungels. En Norvège, doublé de Boassenhagen. Aux Pays-Bas, Dumoulin au contre-la-montre et Groenewegen sur la route. En Pologne, c'est Bonnard au contre-la-montre et Maika en ligne. Portugal, Oliveira sur le contre-la-montre. Et en ligne, c'est l'ancien Mendes. République tchèque, Koning. Et la route Kreuziger. Et le championnat de République tchèque s'est couru avec le championnat de Slovaquie. Et c'est Kanetki qui s'impose sur le contre-la-montre. Il n'y avait pas de Sagan. Et sur la route, c'est Joras Ah, Sagan bah, petite parenthèse, qui justement, s'impose. c'est Juraj Sagan et Roman Kreuziger ont fait une échappée entre membres de la même équipe pour gagner tous les deux. En Russie, le Chernetki qui au contre-la-montre et Kochetkov sur la route. Et en Suisse, c'est Cancellara au contre-la-montre et Jonathan Fumo sur la route. Voilà. Je remarque deux choses. Bon, d'abord, Johan n'a pas pu s'en empêcher, hein, il a fait sa parenthèse cyclisme féminin. Et la deuxième chose, c'est la prévalence des sprinters champions nationaux cette année. On a vraiment beaucoup de sprinters, à part en France où c'était un championnat très difficile. Pour le reste, En Belgique aussi, le championnat était dur. ouais, enfin entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, ça fait du monde. Ça fait des Ouais. sprinters qui vont avoir des maillots distinctifs. Bah, il y a eu beaucoup de parcours plats. Si on prend le parcours des Pays-Bas, c'était une espèce de parcours en circuit absolument tout plat. L'Italie, ces dernières années, ils reprenaient le parcours de Milan-Turin avec le double titre de Nibali, mais cette année, ils ont eu un parcours plat, pareil. Grande-Bretagne, j'imagine que ça ne devait pas être super montagneux. Euh, Espagne, il me semble que c'était un peu plus montagneux, mais Roras, de toute façon, il passe les bosses et voilà. Donc, je sais pas, c'est juste C'est une... en prévision des championnats du monde, peut-être? Non, je pense que c'est au hasard. Parce que vu comme en France, déjà, on galère à organiser des championnats, je pense que, en Italie, c'est peut-être un peu mieux, mais des pays comme l'Espagne ou l'Allemagne, ça va pas non plus être super pratique à avoir des candidats, donc, non, je pense que c'est un hasard. Quelque chose à dire, Awen ou Mathieu? Bon, non, dans l'ensemble, c'est logique, hein. Il n'y a pas de grosse surprise. Enfin, moi, par Adam Blythe, les autres, honnêtement, et le Danemark, mais Hmm. non, sinon rien de spécial. Ok, on va passer maintenant à un petit débat concernant ces championnats nationaux. Un débat qui me tient à cœur personnellement. Euh, je vais vous demander de visualiser un peu le maillot de champion d'Espagne de Alejandro Valverde, qui a juste quelques liserés sur les bras, un petit dégradé dans le haut du dos et sur le haut à gauche du torse, et de le comparer au futur maillot probable de Arthur Vichot, enfin, qui sera sans doute le même que celui que portait Arnaud Démare au début de l'année 2015. Voilà. Et une comparaison entre ce maillot, j'ai presque envie de dire d'ancien champion, tellement on ne voit pas le drapeau espagnol, par rapport à cette tunique intégrale du maillot de champion de France à la FDJ. Et je pense que ce maillot de champion d'Espagne de la Movistar, c'est vraiment c'est trop, c'est trop. On le voit sur la réaction de la plupart des suiveurs quand ils ont découvert ce maillot en début d'année. Euh, on aboutit peut-être à un point de non-retour. Euh, il faut rappeler que c'est les fédérations qui ont la main sur ces matchs champions nationaux, qui ont le pouvoir de refuser un match champion national pas assez visible.
dans ce domaine-là. La France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, entre autres, sont des pays qui sont historiquement exigeants, qui veulent des motifs bien particuliers, très visibles. Donc moi, ma question elle est très simple, c'est que faire? Est-ce que vous pensez que l'UCI doit légiférer pour instaurer un design fixe, comme par exemple sur le maillot de champion du monde, qui est très réglementé, un design fixe par pays, en collaboration avec la fédération de chaque pays. Bah, enfin, je sais pas comment ils vont réussir à imposer un maillot fixe. Enfin, même d'un point de vue, enfin, ça semble un peu compliqué comme truc. Ça me semble aussi compliqué dans le sens où les drapeaux sont pas les mêmes à chaque pays. Oui, mais on peut imaginer que que la fédération, que l'UCI demande à chaque pays une sorte de template, de format à appliquer tout le temps. Bah après, enfin, ça va vous décevoir, vous, les graphistes qui sont toujours avec le même maillot. C'est bien intéressant enfin, d'avoir des surprises sur les maillots. Des fois, on est surpris de la manière dont c'est fait et c'est intéressant, non? Moi, justement, je suis bien d'accord. Je pense notamment au maillot de champion de Lettonie de Nyland, je crois qu'il s'appelle comme ça, chez la petite conti américaine Hagens Berman. Il est champion U23. C'est un maillot qui est magnifique, qui reprend le design de l'équipe, qui est vraiment superbe. Euh, et, je, et je trouve qu'on perdrait en instaurant un vrai design. Mais en même temps, quand je vois le maillot de la Movistar, enfin, en arriver à de telles extrémités, pour moi, c'est ridicule. À la limite, l'UCI peut demander à ce qu'on voit suffisamment le drapeau national, mais après faire plus, c'est quand même compliqué. Euh, Demander à ce qu'il y ait une base automatique pour tous les maillots, ça reviendrait à donner un maillot de champion que le coureur porte. À la limite, on imprime le sponsor, et puis voilà. Ah oui, mais ça pourrait être très beau. C'était dans le temps, les maillots comme ça, enfin, il y en avait partout. C'était la norme. Non, mais je pense plus à un truc du genre, enfin, un tiers du maillot doit être différent de celui de base, quoi. Euh, Ah, Au-delà, enfin, ça, c'est bon, quoi. Tu mets le drapeau qui remplit suffisamment, ou tu changes, tu mets en blanc à la place du noir. ouais, c'est une proposition qui peut être habile. Bah après, la FDJ, ils mettent même pas le sponsor sur le maillot national. Ils mettent rien du tout. Ils le mettent juste sur le cuissard. Après, je crois que c'est parce que c'est une entreprise publique, donc Non, ils non, n'ont c'est pas Madio besoin, qui, entre guillemets, non, de c'est faire Madio la qui pub. veut ça. Ah, j'avais lu. Madio Oui, qui mais veut ça. c'est ça, c'est avec le maillot de champion de Finlande de Jussi Väikänen, on pouvait se rendre compte que c'était pas une spécificité du maillot français. Mais je trouve que c'est surtout c'est con de la part d'un Movistar ou d'Astana ou ses équipes. C'est que l'avantage d'un maillot national, c'est qu'on le voit. C'est dans le peloton, on le remarque, c'est ah tel coureur de telle équipe. À chaque fois, on va citer le sponsor. Sur les courses, on va le repérer direct. Ça va pouvoir aussi même se faire en produits dérivés de maillots à vendre. Alors que même si enfin, le sponsor va pas être lésé, le fait qu'on voit pas exactement le sponsor sur le maillot, de toute façon, les gens les connaissent en général, surtout encore pour les coureurs amateurs ou les petites équipes, ça peut se comprendre. Autant pour les grosses formations, si Valverde arrive avec le maillot champion d'Espagne, tout le monde sait qu'il y a Movistar. Et Bah, après, quand dans les médias, ça va être relayé, on va parler de la Movistar. Donc, concernant Valverde, par exemple, ça permet d'avoir une certaine uniformité du train Movistar avec une impression d'équipe, j'ai envie de dire. Ouais, Alors, bah, quand on voit le maillot de Jungels après, et de Terstra qui suivent dans le train Ethics Quickstep, on sait pas, ça apparaît pas pour le suiveur lambda qui soit de la même équipe. après, justement, le suiveur lambda, il sait pas forcément que Valverde il est champion d'Espagne. Par exemple, il y a eu une course, je sais plus laquelle. Thierry Adam, il s'était trompé un peu. Il avait dit que Valverde était ancien champion d'Espagne au vu de ses liserés. On n'a pas l'impression que c'est vraiment un champion d'Espagne. Ouais, enfin, ouais, si, c'est vrai, enfin, il devrait y avoir une différence, mais je pense que, enfin, ouais, la Movistar, ils sont pas non plus très, très intelligents c'est pas très intelligent de leur part. Surtout, enfin, après, je sais pas si disent, vu qu'on est à Movistar, vu qu'on est espagnol, ça passe. Mais je sais qu'aussi la Astana, ils font un maillot, juste le drapeau, par exemple, pour Nibali, et il me semble que le champion du contre-la-montre kazakh, son maillot, il est en blanc. Oui, mais c'est le cas aussi pour le champion de Lettonie. Enfin, Smokoulis, il avait un maillot blanc cette année avec un cuissard bleu ciel et bande de Lettonie sur le torse et le dos. On va arrêter là pour ce débat. On va passer à la partie la plus attendue évidemment, celle qui concerne le Tour de France, avec un premier débat. Euh, qui va gagner le Tour de France? C'est assez bateau. Quelques faits d'abord. Enfin, on rappelle que le Tour de France, on parle quand même de 21 étapes
quasiment un mois de mobilisation des coureurs et du staff. Cette année, 4 pays visités. On parle du 3e événement le plus mondialisé au monde, derrière les JO d'été et la Coupe du monde de football. C'est de loin la plus grande course du monde de cyclisme qui arrive, mais qui, en cette période d'Euro 2016 en France, semble un peu perdue dans ce tumulte. Pourtant, elle arrive dès ce week-end. Alors, messieurs, je vous demande de vous mouiller du Mont-Saint-Michel aux Champs-Élysées. Qui va être le plus rapide? Qui est votre favori pour gagner le Tour de France 2016? Moi, j'espère Quintana pour une fois. Même si je suis pas un grand fan de Quintana, il est capable d'aller gagner. Parce que l'année dernière, il revient quand même à 1 minute de Froome. S'il avait attaqué plus tôt, il serait certainement en jaune. Et si Valverde se met à son service, oui, je pense qu'il peut gagner. Je dirais aussi Quintana parce que même si tout à l'heure j'ai critiqué un peu sa préparation, il a fait un bon début de saison. Et son principal adversaire, ça va être Chris Froome. Froome sur le Dauphiné, il a montré qu'il n'était pas forcément impérial. Il a montré qu'il pouvait basculer, qu'il pouvait perdre. Donc Quintana, si jamais par un excès de folie il se met à attaquer un peu beaucoup, il peut prendre le maillot jaune à Froome ou à quelqu'un d'autre. Il peut rattraper le retard qu'il aura accumulé en début de tour. Parce que Quintana, en général, sur les premières étapes de montagne, il va perdre un petit peu de temps. Ce temps, il va le rattraper au fur et à mesure du tour. C'est sa force, mais il faut faire attention à pas en abuser non plus. J'entends Johan qui s'agite. Apparemment, il n'était pas d'accord. Enfin, on va voir ce qu'il en pense. Johan, à toi. Moi, je pense que ça va être Alberto Contador qui va gagner. Ah, Déjà, on peut prendre une donnée, c'est que Contador en forme sur le Tour, qui n'a pas fait le Giro avant, et ben on l'a pas vu depuis 2010. Parce que en 2011, 2014, où il était en forme, non, 2014 il chute, 2011 il fait le Giro avant, après on a 2013, 2015 où il est pas en forme de toute façon. Donc là, on a un Contador en forme, qui s'est bien préparé, qui a bien préparé son affaire, qui a une équipe à peu près forte autour de lui, qui va faire preuve de panache, qui va vouloir attaquer, et un beau parcours qui convient sur ce plan-là où il a vraiment de belles occasions pour attaquer. Par exemple, le parcours 2014 c'était beaucoup moins intéressant, c'était plus des courses de côte, t'avais pas grand-chose à faire. Là, on a un vrai parcours pour attaquant. Donc moi, Contador, pour moi, le favori. je partais aussi sur Alberto Contador. Je l'ai trouvé assez impressionnant sur le Tour du Pays Basque. Et même sa victoire sur le prologue du Dauphiné a terminé de m'en convaincre. Parce que, enfin, une telle victoire, notamment sur Froome, sur, sur une montée comme celle-là, c'est vraiment pas anodin. Je me dis que on a peut-être retrouvé le Contador meilleur grimpeur du peloton. Et avec ses qualités ce Contador-là, avec ses qualités en contre-la-montre, ben, je pense qu'il va falloir de très très grands Christopher Froome ou Nairo Quintana pour le battre. Mais après, pardon? Ce qui est bien aussi avec Contador, c'est que c'est un coureur qui va attaquer. On l'a vu sur Dauphiné, dans la Madeleine, vers Super Dévoluy, il a attaqué. C'est un coureur qui va pas se laisser abattre, même s'il a perdu du temps, il va se relever. Ça, c'est aussi un point positif. Ouais, c'est certain. On a là un coureur qui ne s'avoue jamais battu. Après, attaquer à outrance, ça peut lui jouer des tours. Parfois, il faut mieux se réserver pour ne pas perdre tout. Enfin, je sais bien que cette mentalité de gagne petit, Johan la fustige très régulièrement chez Nairo Quintana, mais voilà, des occasions de gagner le tour, Alberto Contador n'en aura plus beaucoup, et je suis pas sûr qu'il soit aussi offensif qu'il nous a habitués sur sa dernière course. Après, au-delà de l'exemple du Dauphiné, on a l'exemple de Paris-Nice où il fait une dernière étape et physiquement et en termes de panache absolument, enfin, assez démente, quoi. Donc, pour l'instant, c'est sur toutes ses courses cette année, à chaque fois qu'il était dominé, il a attaqué. Donc, oui, mais il s'agit de la dernière étape. bah après, c'est le premier attaqué dans la Madeleine. Bah oui, mais enfin, le Dauphiné, il n'y avait pas énormément d'occasions avant. Enfin, à part tenter un vrai coup de force dans le Ventoux, mais qui était loin de l'arrivée, qui aurait pu se tenter, mais sinon, il n'y avait pas grand-chose à faire avant. Sur le tour, il y aura beaucoup plus d'occasions tout au long des 3 semaines. Awen, tu voulais dire quelque chose?
Bah, non, pas spécialement, mais Contador, moi, j'y crois pas du tout. Et je le vois même pas sur le podium. Qu'est-ce qui te fait Mais, dire ça? non, je sais pas, je trouve il régresse d'année en année, parce que c'est normal aussi, il a l'âge, mais ouais, je le vois moins tranchant. Je sais pas, même sur le dernier Dauphiné, je l'ai pas vu, à part sur le prologue, je l'ai pas Si, sur vu. le prologue, il est impressionnant. Ouais, c'est pour ça, à part sur le prologue, il m'a pas vraiment impressionné. Lui. Et d'ailleurs, sur le contre-la-montre du Pays Basque aussi, il est très très fort. Et Ah oui, entre entre ces deux contre-la-montre là, on a à peu près ce que seront les deux contre-la-montre sur le tour. Et, et aujourd'hui, je sais pas s'il y a un coureur qui est plus fort que Contador sur ses contre-la-montre. Il pourrait bien gagner 1 ou 2 minutes sur chacun de ses adversaires sur ces deux soirs-là. Qui prennent du temps, peut-être 2 minutes, peut-être pas, non. Enfin, sur Froome, sur Quintana qui est quand même très bon contre la montre, ou sur Froome, ou même maintenant sur Thibaut Pinot, ça fait c'est un peu large quand même. Et Chris Froome, personne l'a cité. Personne n'y croit Euh, là-dessus sur On parle quand même. on n'a pas envie d'y croire. Il est trop attendu, hein. Ah Ouais, oui. c'est ça. Ouais. Mais après, je pense enfin, pour moi, le favori, je pense que c'est quand même plus Quintana que Froome. Par rapport au parcours et par rapport au fait que Quintana affiche aucun signe de faiblesse en soi. Mm. C'est vrai qu'on l'a vu gagner un contre-la-montre plat sur la route du Sud. Et enfin, c'est peut-être le dernier obstacle à un sacre annoncé depuis quelques années qui vient de tomber là. excepté sur le prologue du Tour de Romandie, il a jamais été en dessous de la 6e place. Enfin, il a fait 3 contre-la-montre cette année, et 3 en World Tour, et c'est comme à peu près comme sur le Tour de France, vallonné, et il est présent. Et Euh, Romandie, Pays Basque et Route du Sud. Enfin, Route du Sud, c'était plat, mais la route du Sud, c'était surtout pas World Tour. Mais oui, enfin, oui, oui, c'était voilà. des contre-la-montre très vallonnés. Justement, Ah, le mais seul qui était peut-être un peu plat, celui du Romandie, il était pas là. Et là, on l'a vu sur la bref. route du Sud. Enfin, C'est un prologue de 4 kilomètres après aussi, donc ouais, c'est- ça donne pas forcément un aperçu des forces non, présentes sur le contre-la-montre t'as tout à retour. fait raison. Et personne ici ne m'a cité le nom de Fabio Aru, le nom de Thibaut Pinot. Bah, Thibaut Haroun, Pinot, c'est possible. Enfin, en outsider principal, Arou, je crois pas. Hein. non, Haroun, non. Déjà, on va voir comment Nibali va se comporter à ses côtés. Ça va être une donnée importante déjà. Vous semblez convaincu que, enfin, je vais vous poser la question très franchement. Est-ce que oui ou non, le Tour de France peut échapper à ce trio-là? Froome, Quintana, Contador. Awen, Sauf chute, j'y crois pas vraiment. Mathieu? Ouais, c'est pas fermé, hein. C'est du cyclisme, c'est du sport, c'est pas fermé. Ah ouais, il y a Pinot, il y a Roux, il y a peut-être même Bardet, d'autres coureurs comme ça de ce style, qui ont peut-être leur chance. On va pas dire faire un malentendu, mais ils ont leur chance. C'est pas fait, c'est pas une course fermée. Si jamais ces trois-là, les trois fantastiques, on peut les appeler comme ça, peut-être, je sais pas. Si jamais Froome, Contador et Quintana ont coup de moins bien à un moment, qui se font surprendre sur un coup tactique, ils peuvent se faire passer. Et Après, Johan? on l'a vu à Méribel sur le Dauphiné. Au moment où Contador attaque, Froome le suit, ça se regarde et Bardet qui met un compte, qui se barre tout seul, qui fait la descente et qui après, les mecs derrière se retrouvent piégés et où Bardet reprend quasiment le maillot jaune. C'est pas totalement inenvisageable que ça puisse arriver sur le Tour cette année, surtout si Contador, Froome, Quintana commencent à se regarder en montagne. Hmm. Et donc après, moi je pense que c'est quand même, enfin, cette année c'est quand même, faut quand même envisager la possibilité que des Thibaut Pinot, des Darou, des Bardet, pas Van Garderen, c'est pas tellement ce truc offensif, mais puissent essayer de jouer un jeu tactique et puis piéger les leaders. Je l'ai souligné tout à l'heure, mais on a vraiment un début de saison assez fabuleux pour les Français, notamment avec l'exploit monumental, on pourrait dire, de Arnaud Démare, pour reprendre le fameux titre de l'équipe. Donc moi je vous demande à quel exploit est-ce qu'on pourrait assister sur notre course finalement, notre Tour de France. Est-ce qu'un de nos grimpeurs peut-il décrocher le podium, voire même la victoire d'étape, la victoire finale pardon. Est-ce qu'un baroudeur peut décrocher le maillot à poids? Est-ce que Julien Alaphilippe ou Brian Cocard peuvent multiplier les victoires d'étape? Je vous pose la question. On va commencer par Mathieu. Pourquoi pas, on sait jamais, hein, pourquoi pas Desmar ou Cocard, maillot jaune. Démarre n'est pas sur le Tour de Demain, France. n'est pas là. Pouah. Merci Mathieu. Bon, bah ça fait une chance en moins ça.
Non, mais après, Pocard, peut-être. Peut-être sur un sprint. Après, sinon, c'est vrai que niveau exploit, faudra aller voir du côté des grimpeurs. Ou alors, sinon, un Julien Alaphilippe à Cherbourg. C'est pas forcément un exploit, je sais, Voilà. mais c'est quand même un coureur qui peut faire un bon début de tour. Il peut profiter de ce début de tour-là pour prendre le maillot jaune, le porter quelques jours. Et on sait que porter le maillot jaune, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Oui, voilà, moi ce que j'appelle un exploit, c'est le port du maillot jaune pendant peut-être une semaine, une razzia sur les étapes, un podium. Je pense qu'on arrivait à un niveau de performance avec nos Français qu'il faut avoir ces exigences-là. Awen, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi, un podium du genre Pinot, je vois bien. Bardet, pourquoi pas. Sinon, du côté des étapes, je vois pas trop qui pourrait aller créer un exploit. Dans les... Je pense que Cocard, il peut aller chercher, mais c'est pas non plus un exploit. Il est un peu attendu quand même. Bah, s'il en gagne Ouais. plusieurs, si, ça restera un Ouais, exploit, il faut le ouais, dire. s'il en gagne plusieurs, ouais. Déjà, s'il en gagne une, ça sera très bien. Il a Ah oui. pas. Déjà qu'il a jamais gagné encore en World Tour. Si Mm. sa première victoire en World Tour, c'est sur le Tour de France, c'est quand même énorme. Oui, enfin, il a jamais gagné, mais on l'a déjà vu faire plusieurs podiums, faire des top 10 sur des grosses classiques. La Oui, première mais victoire est plus très loin. Moi, comme j'ai dit, Théo Pinot, c'est outsider numéro 1. Mm. Donc, on peut. Podium, enfin, pour moi, s'il est pas sur le podium, je serais déçu, déjà. Pour la victoire, je trouve pas que ce soit totalement inenvisageable. Sinon, Cocard, je trouve quand même très très bien sur ses sprints, donc moi 2, voire ça ne m'étonnerait pas tellement. Alaphilippe, effectivement, il tiendra pas tout le tour parce que il est en forme depuis le Tour de Californie, donc il va forcément marquer le pas à un moment ou à un autre, mais c'est vrai que sur les premières étapes, l'arrivée à Cherbourg, l'arrivée à Super-Lyon, c'est vrai qu'il peut être pas mal, il peut aller chercher peut-être le maillot jaune. Mais à la limite, sur le maillot jaune, je trouve comme Villermoz à Cherbourg, ou limite comme des Tony Galopin, ou des coureurs dans ce style-là, Arthur Vichot, ça j'y crois moins, mais c'est assez possible par rapport à la table d'avoir un Français qui va chercher le maillot quand même. Mm. Donc, Et le garder jusqu'aux Pyrénées au moins. jusqu'au col d'Aspin, le col d'Aspin il peut toujours le passer. Après, ouais, jusqu'à Luchon ou Arcaïs. Une belle épopée. Bon, après, le garder sur la première semaine, c'est pas forcément le truc le plus compliqué non plus, on va dire. Ça c'est déjà bien. On se souvient plus de la résistance de Thomas Vauclair en 2011 plutôt que de la... Enfin, en fait, j'ai pas d'exemple. Si, D'autres si exemples. Alaphilippe il résiste héroïquement si Alaphilippe il résiste à Froome sur les ponts d'Arcalis, il y a tout le monde qui va être Voilà, bravo, là, c'est on pourra magnifique. parler d'exploit, mais quand Chelara gagne le prologue inaugural et le garde d'une semaine, est-ce qu'on peut parler d'exploit? Je ne sais pas. Bah, quand il va gagner une étape devant les sprinters, ça a de la gueule quand même. Avec le maillot jaune et tout. Qui est le Français, selon vous, qui va le mieux réussir son Tour de France? C'est subjectif, hein. Chacun placera le curseur d'une victoire d'étape où il veut, par exemple. Mais voilà, qui va rester dans le cœur des Français après ce Tour de France, selon vous? Pinot c'est vu sa forme et en montagne et à peu près le niveau général, Hmm. s'il se met à lâcher Froome sur la pente pour aller chercher une étape, ça Tu va être penses vraiment dingue, quoi. qu'il peut le lâcher? Il n'avait pas réussi à lâcher Quintana sur le Tour de Romandie. Oui, mais le Tour de Normandie, il y avait tout le monde qui collait à la roue et enfin, à la roue, à la roue et c'était pas tout à fait le même genre d'étape. Après, tu sais, quand même, au Balès, au moment où il fait péter le bail de la roue, c'est le même genre de truc, ou sur une fin de col où il sera vraiment bien, ça peut arriver. Hmm. Genre Finot et Mosson, sortis de la journée de repos, ou quelque chose comme ça. Hmm. Awen, ton avis, quel Français Mm. Moi, je verrais bien Warren Barguil. Je vois bien aller chercher une étape. ouais, Du genre, je sais pas, moi, Andorre, ouais, je pense qu'Andorre, je sais pas. en Une, échappé une comme ça? étape comme ça. En échappé ou en leader? Enfin, Non, plus en échappé, parce que je pense qu'il aura perdu suffisamment de temps pour qu'on le laisse sortir. et tu penses que avec une étape, ça suffira à en faire le coureur français numéro un sur ce tour? Bon, s'il la gagne d'une très belle manière, ouais. Euh, Sinon, s'il la gagne Avec le à fameux la panache, Rigosta, le panache du voilà, quoi. grimaçon. Ouais, s'il gagne, comme dit Thierry Adian, à l'expérience. Et Mathieu, toi, ton avis? Je dirais Romain Bardet. Romain Bardet, je le verrais bien sur l'étape de Super-Luran. C'est une étape qu'il a reconnue comme il est du coin.
sauf qu'ils sont pas beaucoup à l'avoir reconnu. Je crois qu'il y a Yannick Bali, je crois, qui a été la reconnaître, hein, cette étape. Mais c'est pas l'étape sur laquelle les, les grands leaders vont se focaliser. Et lui peut faire un coup là-dessus en partant, Ouais. en faisant une échappée avec la descente. Il peut aller chercher l'étape et on sait jamais, pourquoi pas peut-être le maillot jaune. Si s'il fait ça, même pas forcément sur cette étape, hein, sur une autre étape, pour moi, il a les capacités. Si il arrive à faire ça, oui, il rentrera dans le cœur des Français. Et tu penses pas qu'il sera suivi sur cette étape parce que Romain Bardet, c'est quand même le deuxième du dernier Dauphiné. Enfin, ça parle au leader. Ouais, il Après, sera sur suivi. cette étape, il y a des vraies belles descentes techniques apparemment, donc c'est pas sûr qu'il puisse arriver à le suivre tout court. Puis, Le Bardet actuellement, c'est quand même un des meilleurs descendeurs du peloton. puis après, aussi, l'avantage d'avoir reconnu l'étape, ça peut l'aider dans les descentes notamment, comme c'est un spécialiste des descentes. Est-ce que vous ne pensez pas que le forfait de Nasser Bouhanni ce mercredi prive la France de sa meilleure chance de briller? Mathieu? Non, je l'aurais peut-être vu gagner, mais pour moi, même s'il aurait été là, ça aurait pas été le Français qui aurait le plus marqué ce Tour de France. Mm. Il y a des coureurs comme Pinot, comme Bardet, comme Barguil, même comme Alaphilippe, qui vont être plus influents. Ouais, je pense qu'il aurait limite pu aller chercher une étape quand même, mais enfin, avoir juste gagné une étape, je suis pas sûr que ce serait fait quelque chose de très, très, très fort ou très intéressant. On voit plus sa limite physique où il est. C'est juste qu'il il se passe très bien, il sprint très bien. Il passe un certain cap, donc maintenant il a un peu de marge, mais ça n'a jamais été le sprinter le plus fort physiquement, je trouve, du peloton. Donc face au grand meilleur, je suis pas convaincu que ça aurait été la meilleure carte française. Moi, je suis surpris. Enfin, sur le dernier Dauphiné, par exemple, on voit une grosse démonstration de Nasser Bouhanni. Le fait qu'il soit passé, notamment sur la deuxième étape, enfin, il faut voir le classement de cette étape, gagné par Edvald Boasson-Hagen, c'était quelque chose. Il était passé sur... Enfin, à Belay, il y avait rien. Hein. Il y avait juste des mini-talus qui Ouais. ont usé tous les sprinters et puis il arrivait un peu en boss, mais Il c'est pas est derrière fou, hein. Alaphilippe. Oui, mais justement, c'est bien pour ça. Alaphilippe sur un sprint plat, jamais il ne bat Bouhanni. Ça montre bien la performance d'Alaphilippe que cette étape-là était plus difficile que nous on se l'imagine. En fait, tu rajoutes Sagan il met 3 longueurs à tout le monde sur cette arrivée. Hein, donc. Oui, mais je crois pas que Nasser Bouhanni s'imaginait jouer sur le terrain de Peter Sagan. On va donc passer au débat suivant. Je vais vous poser une question très très simple. Est-ce que Warren Barguil peut-il ne pas gagner le maillot de blanc de meilleur jeune cette année? Donc je vais rappeler quelques faits. Warren Barguil, il est 14e de son premier Tour de France l'an dernier. Et là, il va profiter de cette catégorie, j'ai envie de dire, de la fameuse génération 1990, qui comporte quand même Nero Quintana, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Fabio Aru, pour s'imposer comme le grand favori de ce classement du meilleur jeune. Sachant que, étant donné qu'il est né en 1991, il s'agit de sa dernière chance d'emporter ce maillot blanc à la maison. Il aura pour principaux adversaires Wilco Kelderman, le néerlandais de la formation Lotto Jumbo, Louis Mantiès, le sud-africain de la formation Lamprey, et le britannique Adam Yates de la formation Orica. Et donc la question est simple. Quelle réponse avez-vous à y apporter, messieurs? Oui, enfin, oui, il peut ne pas gagner, ça, c'est possible, mais Kelderman, je le vois pas vraiment. Je vois plus Mentiès. Je sais pas, aller chercher un top 10, Mentiès, je sais pas, je le vois bien. Mantiès qui a fini 10ème du dernier Dauphiné, il faut le rappeler. Pour moi, ouais, Barguil, c'est le grand favori au maillot blanc. Et s'il ne finit pas meilleur jeune, ça sera vraiment dommage. Parce qu'il aura laissé passer sa chance. Ça serait très étonnant, à mon sens, à moins qu'il y ait une grosse défaillance, à moins qu'il chute, que Warren Barguil ne finisse pas meilleur jeune avec le maillot blanc. Parce que en face, il n'y a personne de son niveau. Louis Meintjes, il a fait 10ème de la Vuelta l'an dernier, mais c'est pas le niveau de Warren Barguil pour moi. Après, il y a Sepulveda, c'est pas le niveau non plus. Adam Yates, c'est pas forcément un grimpe, c'est pas l'archétype grimpeur. Je vois pas qui vraiment peut concurrencer Barguil.
Moi, je suis plutôt d'accord dans le sens où si Barguil fait sa course et réussit sa course, normalement, dans un top 10. Et pour moi, s'il finit dans le top 10 du tour, normalement, il est maillot blanc. Après, moi, ce qui m'inquiéterait plus, c'est le fait qu'il ait fait, justement podium sur le Tour de Suisse. Est-ce qu'il va pas être en forme trop tour? Est-ce qu'il va pas craquer dans les Alpes? Des choses comme ça. Donc, mais sinon, je pense que oui, il a quand même une légère marge sur des coureurs comme Kelderman ou comme Menges, mais je pense que c'est Kelderman quand même le plus dangereux, qui était pas mal sur le Tour de Suisse d'ailleurs. Ouais, effectivement, le plateau est, comparé à l'an dernier pour ce maillot de meilleur jeune, est quand même assez famélique. Euh, Enfin, enfin, c'est pas qu'il est familier, c'est qu'il est normal en fait. C'est juste que ces dernières années, il y a tellement d'énormes bourrins pour jouer le maillot blanc qu'on se rend pas compte de ce qu'il y a avant le maillot blanc. Moi, je me souviens qu'en époque Armstrong, on va dire, les années 2000, c'était toujours genre le 11, 12e, 13e du général, c'était jamais ouais, plus haut. moi, quand j'ai commencé à suivre le Tour, c'est les années Andy Schleck et vainqueur du maillot blanc, il était sur le podium, hein, Ouais, sauf en 2008. de 2009 et 2010 aussi, non? Oui, oui, il est 3 ans meilleur jeune, mais en 2008, il est Andy Schleck qui est les 12e du général, un truc comme ça. Hmm. Donc oui, le meilleur jeune, il est pas toujours, c'est pas toujours un coureur qui va jouer le général. Enfin, la victoire Ah si, finale. enfin oui, non, oui, oui. Oui, ah oui, la victoire finale, je veux dire. Ça dépend des années, ça dépend des générations. Il y a des années où il y a un peu un creux, des années où il y a un pic. C'est un peu comme ça. Ouais. Ouais, on n'aurait pas le même débat si un certain Miguel Ángel Lopez était présent sur ce Tour de France. Ouais, Euh, enfin, même si t'es France sur le tour, c'est pas sûr qu'il encaisserait direct son premier grand tour. Ouais, puis il serait aussi au service de Haroux peut-être, hein. oui, enfin, on parle du vainqueur sur Tour du Tour de Suisse quand même. Ça pose le niveau du bonhomme. Même c'est Euh, pas pareil, hein, de gagner un Tour de Suisse sur une semaine et sur 3 semaines, c'est pas du tout la même chose. sans transition, qui a le plus de chances de ne pas gagner son maillot? Est-ce que c'est Peter Sagan avec le maillot vert ou Warren Barguil avec le maillot blanc? Johan? Barguil, Barguil? Sagan qui gagne pas le maillot vert, c'est assez improbable, quoi. Il faudrait vraiment une grosse circonstance de course pour qu'il gagne pas le maillot vert. Bah, moi, je vois plutôt Peter Sagan qui aurait plus de mal à remporter ce maillot vert. Ça paraît un peu surprenant quand même, mais ouais, si André Greipel, un Brian Cocard joue très sérieusement le maillot vert en faisant bien l'effort d'aller chercher des points au sprint intermédiaire, en faisant des échappées sur les étapes vallonnées ou de montagne, je pense qu'ils sont meilleurs que Sagan sur des sprints tout plats et que le nombre de points est tellement exorbitant sur ces arrivées massives que pour moi il y a moyen d'aller chercher Peter Sagan. Mais encore une fois, ça va être dur. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est surtout le fait que le plateau soit très faible autour de Warren Barguil pour le classement du meilleur jeune qui me pousse à dire ça. Après, il est de toute façon fort probable qu'on ait les deux qui gagnent leurs deux maillots différents. Voilà, donc on va maintenant passer à un autre débat. On va rester du côté du maillot vert. Et je vais vous poser la question, quel sprinter gagnera le plus d'étapes? Est-ce qu'on va assister au grand retour de Marcel Kittel? Est-ce qu'on va assister à la confirmation pour André Greipel après son Tour de France 2015 particulièrement réussi? Est-ce qu'on va assister au couronnement de la polyvalence de Peter Sagan, à la résurrection de Mark Cavendish, à l'émergence de Brian Cocard, sachant qu'il y a quand même un premier maillot jaune pour motiver tout ce beau monde sur l'arrivée de la première étape à Utah Beach, sachant que c'est la troisième fois en 4 ans que le premier maillot jaune devrait être desservé à un sprinter, et que les deux dernières fois c'était Marcel Kittel en 2013 et en 2014 qui avaient décroché ce premier maillot jaune. Bah, moi, je pense que cette année, il peut y avoir une redistribution des sprints, c'est-à-dire qu'on va pas avoir de sprinter qui va surdominer. Euh, Kittel, on l'a vu sur le Giro, il a été très fort au début, puis après il a marqué le pas. J'imagine qu'au Tour, c'est possible aussi qu'il fasse la même chose. Il y a plein d'étapes un peu avec des profils différents qui vont pouvoir s'ouvrir à des sprinters un peu différents. Il y a Greipel qui est quand même très en forme, on l'a vu sur le Giro. Moi, je pense que ça peut être un peu plus distribué que d'habitude en termes de victoires d'étape, et je suis pas sûr qu'il y aura des sprinters qui va vraiment enquiller énormément d'étapes comme d'habitude. Greipel, il était quand même dominé par Marcel Kittel sur les premières étapes du Giro. Oui, mais c'est enfin le temps qui se réveille, quoi.
Après, enfin, je veux dire, le niveau de Greppel sur les 2 premières étapes gagnées par Kittel, c'est pas le niveau de Greppel qui va gagner les étapes derrière. C'est pas Ouais. Greppel qui met 3 longueurs au peloton sur les étapes suivantes. Ouais, c'est une réponse un peu particulière que tu nous fais là. Awen? Bah, moi, un peu pareil que Johan, je pense il y aura pas de grosse domination, mais je sens quand même bien Greppel et Kittel, quand même, qui est un peu plus au-dessus du lot. Pour la première étape, je vois quand même bien Greppel. Mais après, je pense que les deux sont en ce moment un peu du même niveau. Enfin, ça va être les deux plus au-dessus, mais derrière, il y aura quand même, je pense, Christophe, s'il est, s'il arrive à retrouver son niveau, s'il a retrouvé son niveau. Pourquoi pas peut-être aller Cocard ou un truc comme ça, mais ouais, il n'y aura pas de grosse domination. Aucun d'entre vous ne voit le retour de Mark Cavendish qui avait quand même gagné une étape l'an dernier sur le Tour de France? Ouais, il est un peu décevant cette année, hein. Je l'ai pas vu extraordinaire en tout cas, moi. Sur les sprints. Ouais, S'il remporte une étape, il peut le faire. Oui, ça sera bien, mais remporter 3-4 étapes, j'y crois pas. il reste sur une excellente impression laissée sur la dernière étape du Tour de Californie. Ouais, mais quand tu vois au championnat de Grande-Bretagne, bon certes, ils ont roulé dans les échappées, tout ça, mais au championnat de Grande-Bretagne, il perd au sprint contre Adam Blythe. Ouais, Adam Blythe C'est pas forcément encourageant. qui était sans équipier sur ce championnat de Grande-Bretagne, alors que Mark Cavendish avait au moins Stephen Cummings. Je sais pas s'il y a un autre coureur euh, britannique dans l'équipe. Je crois pas d'ailleurs. Euh, et du côté de Chagan, est-ce que vous le voyez remporter plusieurs étapes? Parce que l'an dernier, on sait qu'il a quand même terminé 5 fois deuxième. Il y avait ce geste symbolique lorsqu'il avait été battu par le fameux Ruben Plaza Bolina, où il se frappe 5 fois le cœur avec la main. Est-ce que la malédiction pour Peter Sagan, c'est t'arrêter avec la conquête du maillot arc-en-ciel? Je pense pas que ça change grand chose d'habitude, dans le sens où il va accumuler quand même les places d'honneur, surtout sur les sprints de plat où il est quand même capable de taper des podiums. Après, je pense que oui, cette fois, il va enfin réussir à en claquer 1, 2, 3 étapes, parce qu'au bout d'un moment, enfin, faut quand même pas déconner, quoi. Il y a un manque de réussite, mais enfin, il y a quand même aussi un manque de chance, et je pense qu'au bout d'un moment, ça va quand même finir par le faire. Non, moi je le vois bien sur l'étape d'Angers, où c'est une arrivée en faux plat. Et je pense quand c'est tout plat, ça lui convient pas vraiment, mais quand c'est en faux plat, je pense que il peut aller la chercher celle-là. Donc, je vois pas, ouais, peut-être deux étapes, je pense. Ouais, cette année, il a quand même une partie de l'équipe Tinkoff qui lui sera dévolue sur la première semaine, a dit le boss Oleg Tinkoff, avec notamment Oscar Gatto qui devrait être son poisson pilote, et peut-être Maciej Bodnar pour l'aider, peut-être aussi un Michael Valgren Andersen, je sais pas. Après, moi, franchement, l'étape pour moi qui lui convient le plus, c'est l'arrivée à Berne. Sur les 3 derniers kilomètres, il y a 2 talus à 6-7% sur 500 mètres. Les grosses cuisses comme Kittel, ils vont être un peu essorés. Je pense Et qu'on à le mon verra pas avis, du tout à sur mon cette étape. avis- ouais, à mon avis, c'est à Berne que Sagan a le plus de chances de gagner. L'an dernier, on a vu un Sagan très fort alors qu'il était totalement isolé au sein de l'équipe Tinkoff, et cette année, il faut vraiment, je pense, insister sur le fait qu'il ait des équipiers et que ça va changer pas mal de choses pour lui, éviter de perdre de l'énergie à se replacer sans cesse dans les roues. Sagan, c'est un virtuose sur le vélo, mais on le sait, chaque effort se paye dans le vélo. Vous pensez que ça peut vraiment faire une différence ou pas, vous? Du lot? Bah moi, j'y crois pas en fait au coup des coéquipiers, parce que j'ai déjà, enfin, le coup de oui, je vais avoir des coéquipiers cette année, j'ai déjà entendu pour Sagan et à chaque fois ça a foiré, donc à mon avis ça va faire la même chose. On va avoir Gatto qui va le replacer aux 3-4 kilomètres et puis après il va se démerder tout seul, quoi. Donc non, à mon avis ça va faire comme d'habitude, et je pense qu'il a suffisamment comment dire, de marge physique par rapport aux autres pour pouvoir encaisser ça. Awen? Ouais, enfin, non, ces équipiers, je pense pas, ils ont jamais rien montré pour faire Gatto? un beau train. Ah oui, pour faire un beau Surtout, train, oui. ouais, surtout, enfin, en face, la Lotto, ils ont envoyé vraiment du lourd. La ETX aussi. Et Euh, Dimanche Data aussi.
Ouais. Et ouais, la Katusha aussi. Donc, Et on peut citer les Direct Energy. il n'y aura pas vraiment de la place pour les Tinkoff là-dedans. Va peut-être aller ouais, avec Gâteau, juste histoire de le replacer dans les 300 derniers Ouais, mais mètres. déjà c'est vraiment des efforts que Oui, après, t'as en oui. moins à faire. Oui, ça lui fera déjà 100 moins, ça c'est sûr. Et c'est peut-être ce qui lui manquait aussi pour aller chercher le dernier coup de rein pour aller chercher la première Ouais. place Il aussi. termine 5 fois deuxième quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. Sur un quart des étapes, il a rien de gagné, ou presque rien. Moi je pense Mm. vraiment que ce genre de petits bonus, c'est ce qui manquait. On va passer à notre avant-dernier débat. Déjà, au vu du parcours, est-ce que le maillot à poids est-il plutôt pour un grimpeur ou un baroudeur? Mon cher Johan, c'est à toi. Alors, on va rappeler le classement par points, comment ça marche actuellement, c'est-à-dire que on a étalé le classement pour que les hors catégories, les premières catégories marquent beaucoup plus de points que les troisième catégories, quatrième catégorie. Donc on a un point pour la quatrième catégorie, 2 points pour un troisième, 5 points pour un deuxième, 10 points pour un premier et 25 points pour un hors catégorie. Et avec en plus le système du doublement des points, qui cette année a été étendu non pas en plus seulement aux arrivées au sommet, mais aussi au dernier col de l'étape. Je crois, s'il arrivait juste après, au bas de la descente, mais donc ce qui va prendre en compte des arrivées comme Jouplan par exemple, qui est hors catégorie. Donc ce qui fait qu'on a un gros cumul encore cette année d'arrivées en hors catégorie au sommet avec des points doublés, donc qui donne 50 points. Et en face, quand on a une étape, par exemple Polluchon, qui normalement est une étape un peu mythique et qui a enchaînement de col, typiquement le genre d'étape où à l'ancienne, un Richard Virenque aurait été chercher le maillot à poids et après l'aurait défendu sur le reste du tour, bah ça, on a 50 points sur l'étape Polluchon. Et après le lendemain, on arrive à Arcalis, l'arrivée à Arcalis seul, qui en plus est un peu surcoté hors catégorie parce que ça pourrait être en première catégorie, mais il se surcote un peu ses arrivées. Euh, et donc donne 50 points aussi. Ce qui fait que pour un peu que les leaders arrivent comme l'année dernière pour la victoire à Arcalis, bah il y a des chances qu'il y ait soit un leader qui ait le maillot à poids. Ah, mais est-ce que finalement on n'atteint pas, avec ce système mis en place par ISO, une sorte d'équilibre? Je veux dire, pour... est-ce que c'est pas normal que quelqu'un qui veuille chercher le maillot du meilleur grimpeur arrive à terminer sur au moins une ou deux étapes parmi les meilleurs? Normal non, parce qu'en fait, si on regarde les coureurs qui se retrouvent aux premières positions du classement de la montagne, c'est des coureurs qui jouent le classement général. Donc ils prennent les points au sommet des cols parce qu'ils sont à l'avant de la course. Ils prennent pas les points parce qu'ils les cherchent. Mais c'est normal qu'ils en prennent pas Oui, mal. mais Ça reste les meilleurs grimpeurs du peloton. certes, mais ils vont pas chercher les points. Eux, ils jouent le classement général. Après, c'est vrai que c'est certainement mieux d'avoir un Quintana maillot à poids qu'un Anthony Charteau maillot à poids, pour tout le respect que Ah j'ai non, envers Anthony eux. Charteau il était bien. Le Franchement fameux l'année il était super Anthony fort en Chartres. montagne l'année où il gagne. C'est Pour pour tout... ça que c'est un peu du foutage de gueule cet argument, parce que à chaque fois sur le tour ou enfin sur la Volta ou sur le Giro ça arrive, genre sur le tour sur la Volta Nicolaïdé c'est pas impressionnant, mais en général sur le tour c'est jamais un coureur de seconde zone qui gagne, donc pas un coureur qui sur la course où il gagne, c'est quand même fort et vraiment costaud en montagne. Donc moi c'est pas aussi je trouve pas que ce soit aussi nécessaire que ça. Moi, je trouve que, franchement, le barème, il est plutôt relativement équilibré. C'est pour gagner, un baroudeur doit arriver à faire une grosse performance en montagne, mais pas une grosse performance sur les premiers cols, une performance sur toute une étape, vraiment jusqu'au bout. Et on a bien vu les baroudeurs qui ont gagné ce classement depuis le nouveau barème, c'est Thomas Vauclair et Rafal Maïka. Et qu'est-ce qu'ils font? Thomas Chacun, Vauclair, chacun, balance un barème Thomas Vauclair. je pense, il me semble que c'est le Moi je pense pas. Euh, ça embêterait un petit peu toute ma théorie quand même, parce que c'était aussi fondé sur ça. L'ancien barème, c'était jusqu'en 2012, Oh, et Vauclair a gagné en 2012. Ouais. ouais, bon, ma théorie qui s'effondre parce que. Ouais, parce que là, du coup, on se retrouve avec Quintana qui gagne le maillot sans l'avoir jamais cherché, et Mm. Froome qui gagne le maillot en faisant vite fait le sprint à relance sur le Tourmalet, et puis c'est tout, quoi. Non, parce que. C'est- En tout cas, la manière dont l'a gagné Maïka, c'est exactement
ce qu'il faudrait pour le maillot à pois. Enfin, c'est vraiment un coureur qui va le chercher et qui est obligé de gagner finalement une étape au moins, de bien figurer sur ses arrivées au sommet pour y arriver. Sachant que les arrivées au sommet, on va pas se mentir, c'est quand même les plus dures, celles où il y a le plus de rythme, c'est les plus dur de bien figurer. C'est l'objectif après, mais tous les meilleurs grimpeurs maintenant visent davantage le classement général que le maillot à pois. Maïka, l'année où il a gagné le classement de la montagne, c'est parce qu'il était déjà largué au général. Oui. Quand Contador s'est retrouvé hors course. Mais ça, c'est le cas Donc- pour n'importe quel baroudeur qui aimerait. Oui, certes, mais des baroudeurs qui ont le niveau de Maïka pour aller chercher des étapes de montagne comme ça et qui ne visent pas le général, je crois qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Oui, enfin, c'est un peu normal que il n'y a pas non plus 50 coureurs qui peuvent viser le maillot du classement par points, par exemple. Les candidats, on a fait le tour rapidement, il y en a 5 ou 6 maximum. C'est un peu normal aussi que ce soit la même chose pour le maillot du meilleur grimpeur, non? Bah oui, mais c'est déprimant parce qu'après tu te retrouves avec personne qui fait de la course pour le maillot à pois parce que tout le monde sait que ça sert pas à grand chose. T'as toujours un coureur qui le fait mais qui après se fait complètement dépasser dès la première arrivée au sommet. Si, Et au final c'est juste tu te retrouves à 2 jours de l'arrivée, c'est ah oui en fait je suis classé au maillot par points, genre Romain Bardet l'année dernière. Si j'allais faire les points, enfin, c'est un peu limité quoi. bah, l'an L'intérêt dernier, oui, on a d'avoir quand même une petite bataille. Enfin, je veux dire, ce classement n'a pas été dénué d'intérêt. On a l'impression que la prise de pouvoir par Fromm a été inéluctable, mais c'était pas le cas. L'an dernier, on y croyait. Ouais, enfin, Bardet ou l'an dernier, Romain Bardet il s'est battu pour le maillot à pois une fois qu'il a remporté l'étape à Saint-Jean-de-Maurienne. Mhm. C'est à partir de là il s'est rendu compte que il avait une chance de le remporter, mais avant il en avait rien à faire. À part peut-être Charteau, je me souviens pas de coureurs qui, dès les premières étapes de plaine, cherchaient à accumuler les points en vue de cet objectif. Pierre Roland en 13. Ah oui, c'est vrai, 2013 justement. tu as raison. Ouais. Qui a fait point tout le long et qui au final se fait défoncer par Quintana parce que Quintana Oui. gagne au Semnoz en squattant les routes de tout le monde et en faisant un sprint à Non, 1 km. il se fait surtout défoncer par Quintana parce que son équipe a roulé Quintana comme passait une une porte-paillère, équipe de mais- débiles sur l'étape du Mont Ventoux parce que en punition pour ne pas car l'échappée n'avait pas laissé Pierre Roland la rejoindre. Et du coup, ils ont Ouais, offert c'était la drôle, victoire à Fromm avec la deuxième place à Quintana avec les 50 points et 30 points que cela comportait. Ah, c'est vrai que c'était marrant ça. Franchement, sur le coup, Europcar et Pierre Roland ne peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Pour le coup, c'est bien que l'erreur tactique ait été sanctionnée par le barème. Après, après au nombre de le constat qui se retrouve derrière, c'est qu'au nombre de cols passés en tête, tu te fais complètement bouffer. Y compris un col première catégorie, quand tu vois qu'un col première catégorie ça compte 10 points et qu'un catégorie ça compte déjà 25 points, je sais plus pourquoi ils l'ont sur côté au lieu de 20, je sais plus si c'est eu comme changement, mais ce qui fait qu'il y a vraiment une différence qui est un peu trop énorme, je trouve. Et justement, il y aurait quand même au moins besoin, même dans dans la volonté de faire une lutte entre coureurs du général et coureurs un peu baroudeurs, je trouve quand même qu'il y a un décalage qui est un peu trop fort en ce moment. Non, mais oui, on est d'accord, il y a certainement un rééquilibrage à faire. Mais pour moi, l'esprit de ce nouveau barème est le bon. Bon, on va conclure ce petit débat par un petit tour de table. Si je vous demande à chacun d'entre vous votre favori cette année pour le maillot blanc à pois rouge, Comme ça va se jouer entre les cadors du général, je vais dire Quintana. Ouais, Quintana aussi, ouais. Bah, moi, je vais te dire Junior Zakharine, qui va faire un peu comme Machka. Il y a Rodriguez qui va vouloir jouer le général, qui va se quitter parce qu'il est sur le déclin. Et je vois bien Zakharine faire un peu sortir son Giro, là, une Machka entre pouvant suivre de temps en temps un leader, pouvoir qu'on ait échappé, etc. eh bien moi, je vais sortir un coureur qui va sans doute vous surprendre. Moi, je pense, pourquoi pas à Yarlinson Pantano, le Colombien du Team Yam, qui cherchera à se montrer, puisque son équipe va s'arrêter à la fin de la saison pour obtenir le meilleur contrat possible. Il retrouvera un contrat sans aucun doute, mais autant essayer d'avoir le meilleur. Je suis pas sûr que du coup il fasse la course d'équipe avec Matthias Frank et au vu de ce qu'il a montré sur le Tour de Suisse, ça pourrait être une grosse cote
qui n'est finalement pas si folle. Mais si Yam joue le général pour Franck, il n'y a que Pantalo derrière. Oui, mais justement, moi je te Enfin, parle du fait que avec l'arrêt d'Iam, Pantano n'a aucun intérêt à se dévouer corps et âme à Mathias Franck. Enfin, Mathias Frank n'a pas besoin non plus d'équipier, quoi. Enfin, c'est pas non plus. Enfin, l'année dernière, il a très bien réussi à se débrouiller seul. Oui, mais il aurait peut-être pu mieux se débrouiller avec un coéquipier, c'est toujours la même chose. On va passer à notre dernier débat sur cette émission d'avant-tour. Un débat qui devient de plus en plus récurrent. Euh, je rappelle le contexte. En 2016, le cyclisme est quand même en train de vivre, comme le disait Elisabeth II, un annus horribilis, euh, avec les morts de déjà 3 coureurs, Romain Guyot, le jeune espoir de Vendée U, Dan Minger, euh, le jeune espoir encore une fois de Roubaix-Lille Métropole, et Antoine Demoitier. Et on peut citer aussi la grave chute de Stig Brooks, qui est toujours dans le coma, et qui pourrait rester dans un état végétatif jusqu'à la fin de ses jours. Euh, ces deux derniers noms, ce sont 2 chutes dans un peloton, 2 chutes provoquées par, il me semble, les motos dans les 2 cas. Pour Demoitier, j'en suis sûr, pour Brooks aussi, il me semble. En tout cas, toutes ces morts ont permis une prise de conscience dans le peloton, et notamment du côté de l'UCI. Et la sécurité la sécurité des coureurs dans la course est en train de devenir un enjeu majeur. Or, sur le Tour de France, on sait que c'est une course qui est depuis très longtemps même, à la pointe sur ce sujet, avec des conditions d'organisation et d'encadrement des coureurs qui sont souvent qualifiées d'exceptionnelles. Pour autant, euh, tous autour de ce Skype, nous avons en mémoire des chutes massives sur le Tour, notamment sur le dernier Tour. On se souvient de la lourde chute de William Bonnet, qui entraîne dans son sillage un tiers du peloton, et qui entraîne pour lui 6 mois d'arrêt de vélo avec une minerve impressionnante, et pour notamment le maillot jaune Cancellara, son abandon à l'issue de cette étape. Euh, alors je vous pose la question, que faire? Est-ce que les chutes sur le Tour de France, notamment, sont inéluctables? Mathieu? dans l'état actuel des choses, que oui. Parce que, surtout en début de tour, la première semaine, quand on est sur les étapes plates. Parce que il y a beaucoup de nervosité dans le peloton. Les coureurs vont chercher à être bien placés à l'avant, ils sont pas trop entamés par les difficultés. Et du coup, c'est là que il y a toujours malheureusement un moment ben, où ça craque, où il y a un coureur qui chute et qui en a énormément dans son sillage. Des fois, ça fait une chute terrible. Un bonnet l'an dernier, où ils avaient même dû arrêter l'étape. Mm. Mais ça, après, étant donné qu'il y a beaucoup de coureurs, que tout le monde veut être à l'avant pour bien placer son leader, je vois pas comment on peut éviter ça. Du côté des coureurs, c'est quand même, ça me semblerait très compliqué. Après, peut-être, je sais pas trop, mais peut-être enlever les oreillettes, ça enlèverait un peu de pression, peut-être aux coureurs. Justement, les oreillettes, on dit souvent, enfin, les directeurs sportifs répètent souvent qu'elles sont là pour la sécurité des coureurs, qu'elles sont vitales. C'est du bullshit pour vous? Non, c'est pas forcément du bullshit, mais c'est juste que les directeurs sportifs vont rabâcher à leurs coureurs. Soyez bien placés à l'avant du peloton, soyez bien placés. Alors ça, les coureurs, ils le savent. Et le fait d'entendre ça, j'ai pas envie de dire ça va les stresser un peu plus, mais ils vont tous se focaliser sur l'avant du peloton. De toute façon, peu importe la course, il y aura toujours des chutes. Enfin, le risque est toujours là. Après, c'est pas spécifique, c'est pas spécifique au Tour de France, mais ouais, il y a quelques. Je pense que niveau déjà, enfin, avec des voitures, je pense qu'on peut améliorer. Mais les grosses chutes, pardon, mais les grosses chutes, c'est souvent des erreurs d'inattention. C'est un coureur qui regarde derrière et il voit pas que ça freine et ça fait chuter tout le monde. Enfin,
on pourra pas éviter les chutes, mais ouais, je pense aussi, je pense peut-être les oreillettes. Si par exemple un coureur comme Froome qui est en train de parler, ça freine devant, enfin il a pas le temps de réagir, ça tombe. Je pense que c'est pas, c'est enfin, il y aura toujours des chutes, mais je pense on peut éviter certaines. Donc, cause perdue, donc, selon toi. On va poser la question à Johan, qui est sans doute est de loin le plus habitué d'entre nous à courir en peloton. Qu'est-ce que t'en penses, Johan? Moi, je pense que si on vraiment voulait mettre une solution pour éviter les chutes en début de tour, il faudrait tout de suite mettre une première étape, mais une arrivée au sommet. Ça s'appelle l'écrémage au général. Les mecs, ils arrêtent de vouloir être, les équipiers sont un peu fatigués, les gens arrêtent de vouloir être placés absolument. Mais après, ça, c'est un peu petit à mettre en place. Mais sinon, il y avait des débats qui existaient sur le fait de prendre les temps en 3 km, Oui. justement pour dissocier sprinter et leader dans le final. Mais moi, ça me semble être un peu un cercle vicieux pas très intéressant et puis un peu aller à la rencontre de la course. Mais sinon, je pense qu'aussi il faudrait les oreillettes, effectivement, je pense pas que ce soit une bonne idée. Et je pense aussi que les leaders devraient arrêter de vouloir absolument se mêler au sprint. Parce que moi, quand je vois, parce qu'on a beaucoup critiqué Boigny qui met des coups de caisse, mais moi, ce qui m'avait choqué dans l'étape du Dauphiné, à Saint-Vulbas, c'était Froome dans le dernier kilomètre qui vient zigzaguer en tête de peloton, faire des gros écarts alors qu'il n'y a absolument rien à faire là, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment un besoin de prise de conscience des leaders d'arrêter de vouloir absolument être placé, quitte à perdre 3-4 secondes sur une cassure, parce qu'en plus, enfin, s'ils laissaient sprinter entre eux, ce qui n'arriverait pas forcément. Donc, voilà. Ouais, bah, moi, justement, enfin, apparemment, tu vas pas être d'accord, mais moi, je pensais que si on reculait la limite des 3 km à peut-être 5 km, ça donnerait à la fois un temps de préparation pour ce passage de cette première ligne aux 5 km au leader, et après, ça laisserait beaucoup plus de temps aux sprinters de se préparer avec leur train, de faire Comme tu vois que entre les guillemets leaders, une ils sont course à toujours deux là. étages. Tu vois que les leaders, ils sont quand même toujours là après les 3 km, hein. Que même par rapport à des kilomètres, on s'écarte en général à 1500 mètres. Et d'ailleurs, c'est un cercle vicieux, c'est que les équipes de sprinters maintenant ont plus d'équipiers vraiment pour rouler dans les 10 derniers kilomètres dans les équipiers pour faire le train, genre Shang-Chi pour aller chercher les échappés. Mais après, ils ont un train qui est organisé sur 1500, 1800 mètres avec 5-6 échelons et ils doivent pas passer avant. Donc, t'as toujours les équipes de leaders qui vont rester là jusqu'à 2 Oh, km de l'arrivée. on a vu des contrées qui sont précédents. On a vu notamment la Lotto Soudal c'était sur une étape en circuit sur le dernier Giro d'Italia. Ils avaient pris la tête à 18 km de l'arrivée et ils l'avaient jamais lâché. Après, sur cette étape, ils avaient arrêté les temps à l'avant-dernier passage sur la ligne, comme il pleuvait aussi. Est-ce que c'est pas ça justement la solution, une arrivée en circuit avec prise de temps sur le premier passage à la ligne? Non, après, non, ça fausserait la course. Et puis, les arrivées en circuit, on a vu à plusieurs reprises, c'est même plus dangereux. Très bien. Donc, on va passer à notre dernière étape. Euh, on va faire quelques pronostics sur ce Tour de France, mais des pronostics d'un genre un petit peu particulier. Et on ressortira tout ça d'ici 3 semaines. Donc, messieurs, et moi je vais me plier au jeu évidemment également. Euh, je vais vous demander qui est-ce que vous voyez comme lanterne rouge du Tour de France. On va commencer par Awen. Moi, je vois bien Derbyshire, Anger ou Howard. Un peu les Un seul trois, nom. plus Anger. Mathieu? Allez, comme ça, au hasard, hein, au hasard, parce que c'est presque du hasard. Je dirais peut-être, je sais pas, Greg Anderson. Bulot? Bernard Heisel. Bernard Heisel, ok. Bon, bah moi je vais terminer en citant le fameux Roy Curvers, qui me semble être un candidat tout désigné à cette place, j'ai envie de dire mythique. Euh, Nouveau pronostic, combien de coureurs de la Sky voyez-vous dans le top 10? On va commencer par Mathieu. Deux, 2. je dirais Froome et Thomas Hollanda. Un seul, je vois juste Froome. Bulot? Pour moi, oui, enfin pareil, deux Froome et puis plutôt Geraint Thomas, je pense. Bon,
moi j'en vois. Je vais me différencier en disant 0. Parce que il y a 2 ans, ça a été le fiasco pour la Sky. Et je mise sur un petit fiasco, une petite chute collective dans les premières étapes. Bon, ça peut le faire peut-être. Mais ils Euh, ont encore de la ressource derrière Froome. C'est pas Richie Porte qui tient pas sur 3 semaines qui est juste derrière. C'est ouais, des Thomas, des Landa. Thomas ne tient pas non plus sur 3 semaines. Oh, il a fait 16e du tour, je crois, l'an dernier. Ouais, Il a fait 2 mais semaines, il a c'était fait 2 semaines 16e. et demie. Oui, il a fait 2 semaines et demie. Qu'est-ce qu'il peut C'est tenir ça, 3 semaines, il hein. avait craqué sur la Il 18e s'est fait étape. percuter par Vargil aussi déjà. Oui, enfin ça c'était anecdotique. Troisième pronostic, combien d'étapes va gagner Peter Sagan? On va commencer par Bulot. 3. 3. Mm. Mathieu, Moi, je le vois juste gagner à Berne, donc une étape. une étape. Awen? Moi, je vais dire 2. Oui, ben moi je vais dire 2 étapes aussi. Euh, Qui gagnera le classement par équipe? Awen? J'hésite entre Movistar et Trek. Mais j'irais quand même Movistar. La Trek? Ouais, c'est surprenant. Ouais, mais c'est pas. Avec Zubeldia qu'on voit jamais et Schleck non plus. Et Olema d'ailleurs non plus. Mathieu? Moi, je dirais 1 Movistar, 2 Sky, 3 H2R. Bulot? AG2R. AG2R? Ouais, c'est vrai que Mm. pour eux, ça peut être un vrai objectif. Bah, Bardet, Pozzovivo, plus ses équipes les montagnes. Sachant que AG2R a plus tendance à envoyer des coureurs devant, c'est pas. Enfin, moi je trouve qu'ils ont quand même une belle chance pour ça. Mm. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et moi, enfin, je restais sur la valeur sûre, à savoir l'équipe Sky. Et puis comme ça, j'aurais forcément un prono de juste entre le classement par équipe et le nombre de coureurs de la Sky dans le top 10. Voilà. Avant-dernier pronostic. Quel coureur fera le plus de kilomètres en échappée? Johan? Alexis Goujard. Alexis Goujard? Ah bah oui. Je m'attendais pas à ce nom-là de ta part, mais Mathieu? Ah, j'aurais bien envie de dire Gouja, Goujard parce aussi? que c'est un infatigable, mais il va être au service de Bardet, donc Ouais, ah, finalement. ouais, valeur sûre, au clair. Beauclerc? Awen? Moi, je vois bien Perrichon. Eh ben, moi, j'allais dire Perrichon, et du coup, je suis un peu embêté. Euh, Bah, Peut-être sinon Nicolas Stephen Aidé. Cummings, hein. Pardon? Stephen Cummings, à mon avis, sur toutes les étapes de montagne, il va être là à chaque fois. Non, ouais, t'as peut-être raison, mais moi, je vais miser sur Nicolas Aidé qui est là en dernière minute. Donc, allez, Nicolas Aidé. Et enfin, dernier pronostic. Combien de fois Cédric Vasseur prononcera-t-il la célèbre expression belle fréquence de pédalage? Combien de fois par étape, en moyenne? Mathieu? 2, 2 comme il seulement? sera, ouais, comme il sera sur la moto, on le verra, on l'entendra un peu moins. Ouais, c'est habile. Awen? Moyenne, je sais pas, il dira pas, je pense qu'il dira pas aux premières étapes, il dira qu'en montagne. Donc, ouais, je pense que c'est 2 aussi. Bulot? Bah, a priori, une fois sur deux, quand Thierry Hudon lui donne la parole, donc ça doit faire 7-8 fois par étape. Ouais, moi j'allais dire plutôt ça aussi. Je vais surenchérir à 10. Bon, on a donc conclu cette analyse brillante du Tour de France. Je vais vous remercier tous les trois de m'avoir accompagné euh, sur cette heure et demie de live finalement. Euh, donc si vous avez un petit dernier mot pour nos auditeurs, je vais vous laisser le dire. Si vous avez rien à dire, bah vous ne dites rien. Bon Tour de France et bonne chance aux Français. Merci Mathieu. Bon, en tout cas, moi je remercie tous les auditeurs qui auront eu le courage d'arriver jusqu'au bout, et en particulier les fameuses auditrices comme d'habitude. Et puis la prochaine fois, ce sera sans doute Théo qui sera de retour aux manettes, après avoir suivi le Tour de France en bon cycliste qu'il est. Donc salut à tous!